Alors la définition de la RSE chez Conda, c'est la même que pour tout le monde, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Donc chez nous, elle prend une dimension particulière parce qu'on estime que c'est un terrain d'expression de nos valeurs, en particulier de la première de nos valeurs qui est construire pour durer, dans lequel le terme de développement durable est inclus déjà. Notre métier de produit pour l'industrie nous conduit également à définir la RSE comme la performance responsable. Une des initiatives en termes de RSE que l'on a mis en œuvre depuis le début de l'année 2019, c'est la partie éco-conception. Quand on analyse les impacts de nos activités, une part importante de l'impact provient des produits eux-mêmes que nous développons, puisque nous développons des produits industriels, des lubrifiants et des produits pour le bâtiment. Donc on a tout de suite identifié comme axe principal RSE de travailler sur des produits les plus éco-conçus possibles, puisque c'est là qu'on a l'impact maximum, encore une fois, de notre activité. On a tout de suite démarré un groupe projet sur le sujet, avec une équipe pluridisciplinaire qui comprenait évidemment la recherche-développement, le marketing, puisque c'est eux qui sont à l'origine de la définition des produits, le commercial qui va mettre en valeur ces produits éco-conçus, mais également les achats qui sont à l'origine des matières premières contenues dans nos produits, et la production sous l'angle méthode, puisque c'est là qu'on va travailler sur l'optimisation des procédés de fabrication. On s'est également fait aider au départ du projet par le pôle éco-conception, donc qui se trouve à Saint-Étienne, qui nous a un peu formés sur les fondamentaux de l'éco-conception. Et ensuite, on s'est donné comme objectif, donc on a démarré début 2019, fin 2019, d'avoir une politique d'éco-conception établie et un outil de mesure du caractère éco-conçu de nos produits. Nous, on a voulu englober toutes les étapes du cycle de vie, depuis les matières premières, la fabrication du produit, son transport, l'utilisation chez le client et la fin de vie. Et donc, c'est une vraie approche cycle de vie, avec parfois des informations qui n'étaient pas évidentes à obtenir sur les différents cycles. Donc ça nous a obligés à creuser des aspects sur les matières premières, à creuser des aspects sur le procédé de fabrication, à creuser des aspects sur l'utilisation chez nos clients, qui est un paramètre très important, puisqu'en fait finalement, notre produit c'est un produit de performance, et une des entrées pour faire des produits éco-conçus, c'est d'avoir des produits les plus performants possibles pour en consommer le moins possible. Donc là, typiquement, on est dans une dimension usage du produit. Mais il y a également des éléments sur le transport, le conditionnement, le procédé, etc. Après, l'autre difficulté, c'est qu'on n'a pas encore une clientèle qui est majoritairement concernée par le caractère éco-conçu des produits qu'ils utilisent. Aujourd'hui, le caractère éco-conçu d'un produit, c'est un peu un plus, mais il ne rentre pas en ligne de compte bien souvent dans les premiers critères de choix. Les premiers critères de choix, ça reste le rapport performance-prix. Une de nos philosophies, c'est justement d'éduquer nos clients et de les aider à les accompagner vers des produits les plus éco-conçus. C'est d'être un peu militant sur le sujet. Alors au niveau de la R&D en interne, donc les équipes, les salariés, ils sont très motivés de travailler sur des développements de produits qui ont un caractère éco-conçu de plus en plus important. C'est très motivant parce qu'ils partagent les valeurs du groupe, et donc ça booste l'innovation avec une donnée d'entrée qui est l'aspect éco-conception, impact environnemental, santé, etc. Donc en interne, c'est important. Deuxième avantage, c'est la différenciation, puisqu'on va se positionner sur des produits éco-conçus. On va éduquer nos clients à aller vers des produits de plus en plus éco-conçus, et donc on a un facteur de différenciation qui est important. Après, maintenant, côté client, l'avantage, c'est évidemment d'utiliser des produits qui ont un impact le plus faible possible, aussi bien sur l'environnement que sur la santé des opérateurs qui travaillent chez nos clients. Donc ça, effectivement, c'est des points d'intérêt. On essaye de maximiser ces points d'intérêt-là. Un autre aspect, c'est qu'au travers de l'éco-conception, on essaye de faire de la co-conception, c'est-à-dire de discuter avec nos clients en disant voilà, quels sont les éléments importants pour vous
Et si on rajoutait des éléments d'éco-conception, lesquels seraient les plus intéressants? Et du coup, on va développer ensemble des solutions qui répondent le mieux possible aux besoins et en même temps qui sont de plus en plus éco-conçues. D'une façon générale, on a une politique RSE avec 5 axes majeurs. Donc il y a un axe sur la gouvernance, un axe sur le leadership, un axe évidemment sur l'éco-conception, l'aspect environnemental, un axe social et un axe sur l'éthique. Chacun de ces axes est traduit en objectifs. Les objectifs sont accompagnés de KPI, donc d'indicateurs clés, et tout ça constitue le tableau de bord global de notre démarche RSE. Pour la partie éco-conception, on a carrément développé un outil d'évaluation interne, d'auto-évaluation, qui mesure le caractère éco-conçu sur toutes les étapes du cycle de vie. C'est un outil qui est informatique. On répond à des questions. En fonction des réponses que l'on apporte, l'outil va donner une note sur 20 au produit. Si un produit a une note supérieure à 12, on va dire qu'il est éco-conçu 1 étoile, supérieur à 14, éco-conçu 2 étoiles, et supérieur à 16, éco-conçu 3 étoiles. Notre ambition, c'est d'avoir une part de chiffre d'affaires chaque année supérieure à l'année précédente en produits éco-conçus 1, 2 ou 3 étoiles. Alors c'est une méthodologie qui est propre parce qu'il existe une méthodologie connue qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthodologie qui est assez compliquée et on développe une centaine de nouveaux produits par an. Il n'est évidemment pas question de faire une ACV pour 100 produits. Donc on a utilisé le cycle de vie au global, mais on a identifié dans les étapes du cycle de vie quels étaient les critères qui étaient propres à nos produits, sur lesquels on pouvait avoir le plus d'impact. Et c'est au travers de ça qu'on a construit nous-mêmes l'outil de mesure du caractère éco-conçu. Par contre, c'est un outil qui est transparent et on pourra communiquer avec nos clients et expliquer pourquoi un produit il a 12 ou 14 ou 16 ou 18. L'initiative sur laquelle on a travaillé, c'est un thème général, celui du bien-être au travail. D'accord ? C'est la qualité de vie au travail, pas au sens classique, ordinaire, sur lequel on intervient déjà, de l'amélioration des conditions de travail. C'est plus large que ça. C'est toute une série d'actions qu'on a pu mettre en place sur des thèmes un peu différents, qui vont des séances d'ostéopathie pour nos salariés, à des conférences sur le sommeil, sur la nutrition, sur le tabagisme. Une cantine qu'on a refaite et qui propose un repas bio ou pas, mais à 3 € pour là encore essayer d'amener peut-être un peu plus de monde aussi dans le restaurant d'entreprise. Voilà, c'est donc tout un panel d'actions qu'on a pu conduire. C'est du sport en entreprise également, pour une quarantaine de salariés à peu près, avec un coach, la présence d'un coach. Voilà, donc c'est tout un panel d'actions où on essaye finalement de proposer des choses variées, sachant que nous sommes un site industriel. On a environ un tiers du personnel qui est ou en fabrication ou en logistique, mais on essaie de trouver finalement des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. Ça s'est fait progressivement, d'accord. Ce qui se développe actuellement, c'est le sport en entreprise, ça marche bien, ça répond. Donc là, on a à peu près 15% de l'effectif qui participe à ces séances hebdomadaires, à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Mais on est allé dans la démarche progressivement. Encore une fois, l'idée, c'était d'amener quelque chose qui concourt au bien-être de nos salariés et d'offrir une palette la plus large possible. Parfois, on a besoin effectivement de s'appuyer sur un prestataire extérieur, c'est le cas du coach sportif. C'est évidemment le cas quand on est sur les thèmes des conférences, sommeil ou nutrition. Après, chaque thème finalement appelle sa propre organisation. Sur les conférences par exemple, on va en organiser plusieurs en une journée, de manière, parce qu'on a du personnel posté, de manière à proposer cette prestation au plus grand nombre possible de personnes qui sont présentes sur le site. Donc il n'y a pas une modalité générale, il y en a plusieurs, et on est dans une forme finalement très expérimentale, où on veut proposer, intéresser nos salariés à des sujets variés. Je pense qu'on a plutôt été moteur, la direction, dans ce sujet-là. Fondamentalement, ce qu'on en attend, c'est quoi? C'est travailler sur la notion de fidélisation, travailler sur la notion d'attractivité également, travailler sur indirectement aussi peut-être baisser l'absentisme, même s'il n'est pas élevé, ces éléments-là qu'on cherche à développer, et puis à s'intéresser à un cadre de vie général au travail et à trouver d'autres éléments d'attractivité, pas se centrer simplement sur ce qu'on fait par ailleurs autour des compétences, etc., mais d'aller chercher d'autres choses, d'amener d'autres services, on va dire ça comme ça. L'idée et la difficulté, elle est toujours de chercher à intéresser le plus grand nombre.
ça va être ça tout le temps. Et on se dit toujours, le premier élément de mesure, c'est est-ce que notre conférence, elle a été bien suivie ou pas. Autant sur la partie restaurant d'entreprise, là on a eu un vrai saut, on est passé de 100 repas à 160 environ comme ordre de grandeur. Donc quelque part on a amené quelque chose de singulier, de positif et de performant. Peut-être que la difficulté principale, elle est dans le fait d'aller intéresser plus les personnes postées. C'est un peu plus difficile que de les amener sur un registre autre et on a peut-être cette difficulté-là un peu plus que pour d'autres populations. Encore une fois, ça va dépendre des thématiques. Ce n'est pas le cas forcément sur le restaurant d'entreprise. C'est moins le cas sur la partie ostéopathie, mais sur des thèmes comme les conférences, ce n'était pas forcément les publics qui assistaient le plus aisément, facilement, spontanément à ce genre de démarche. Donc le souci qu'on a, il est peut-être de trouver le moyen de les associer plus encore une fois sur la base du volontariat, c'est trouver quelque chose qui leur parle, mais voilà, on a des idées et on essaye, on expérimente en la matière. Alors, les personnes postées, exactement, on va les trouver dans les ateliers de production, sachant qu'on va avoir des rythmes en 3-8, 2-8 essentiellement, journée, travail-journée, ateliers de production et préparation de commandes, logistique, expédition. Là, ils vont travailler ordinairement en 2-8. En termes de bénéfices, la mesure est difficile, soyons clairs. Sur la partie fidélisation, on était, on va dire, pas mauvais, on n'a pas un turnover forcément très élevé. Quand je dis forcément, on n'a pas un turnover élevé. L'absentéisme, on est dans une phase là depuis 3-4 ans de baisse où on arrive peut-être à un effet de palier. Indirectement, on a pu contribuer à améliorer ça. Je pense que sur l'attractivité, on est en train effectivement on n'hésite plus maintenant systématiquement à le mettre en avant, en plus du reste, pour dire voilà ce qu'on peut proposer, voilà ce qu'on offre à nos candidats. C'est quelque chose qui est systématiquement mis en avant. De là à dire si ça fait la différence, je ne sais pas. Je ne suis pas certain que cette crise Covid ait amené des remises en cause finalement du schéma de transformation dans lequel se lance l'entreprise, d'aller un peu plus vers l'éco-conception, etc., ou du co-développement avec des clients. Ça, ce sont des démarches qu'on a lancées. On est en phase d'accélération et ce n'est pas finalement la crise Covid qui fait que ça a bougé cela. La crise Covid a eu un impact somme toute secondaire sur l'activité de l'entreprise. On est à 20% de baisse d'activité. Il n'y a pas une phase de remise en cause conséquente. Peut-être 2 points que je peux souligner. Le premier, inévitablement, on est dans notre métier, dans une proximité client qui est nécessaire parce que la compétence distinctive, elle est bien entre le commercial qui parle le langage du client, qui va parler les métiers qui va connaître les métiers du tunnel, de la tréfilerie, de forge, fonderie, et qui va revenir avec une problématique applicative et le laboratoire qui va formuler quelque chose. Donc notre métier nécessite une proximité client. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé avec la crise, c'est que les visites sont plus possibles. Et donc on est dans une phase d'accélération, de prise de contact du client avec d'autres moyens, Skype, Teams ou autre chose encore. Là, on est sur un élément de transformation concret et on a à repenser finalement la relation client. Ça, c'est pas simple, mais il y a quelque chose qui a été brusqué au sens très contraint et sur lequel il nous faut faire preuve d'imagination pour aller vers autre chose. Là, on a quelque chose qui clairement a été impacté. Le second point, indirectement, il va être lié à quelque chose qui a concerné beaucoup d'entreprises, qui est le télétravail, qui était finalement une nouveauté pour nous. On en faisait un tout petit peu pour quelques personnes qui avaient une santé fragile. Pour le reste, on ne le pratiquait pas. Quasiment pas. Les commerciaux, mais ce n'est pas du télétravail, c'est du travail administratif chez eux sur une journée. Là, donc une grosse accélération, la moitié du personnel du site concerné par le télétravail. Demain, on va vers un accord télétravail et on sait le bénéfice qu'on peut attendre du télétravail, c'est attendu par nos salariés. Globalement, ça permet effectivement peut-être d'être moins dérangé opérationnellement et de conduire du travail de fond, etc. Cependant, il y a un risque associé au télétravail qui est une forme de distanciation sociale. On ne voudrait pas que ça altère le lien social. Donc du coup, on va accélérer et renforcer nos démarches autour de la qualité de vie au travail, du bien-être, de telle manière à ce que rendre finalement attractif la venue sur le site, encore plus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir avec un petit groupe projet avant l'accord sur lequel on va travailler, histoire finalement de continuer à garder un intérêt à venir sur le site.
Et ce n'est pas lutter contre le télétravail, c'est d'être bien complémentaire. Hein. On sera dans une forme de télétravail mesurée, hein, ça ne va pas du tout ou rien. On n'est que dans une optique d'accompagnement de 1-2 journées par semaine, mais on veut qu'il y ait un vrai intérêt à venir sur le site et qui conforte également ce lien social.